Une femme, 6 esclaves exploités sexuellement, un mari brutal et une confrontation qui va tout changer. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire de tragédie, c'est une histoire de courage, de résistance, de transformation. Imaginez la Réunion en 1868. Une nouvelle épouse arrive dans une plantation et découvre que son mari, le puissant planteur Joachim de Valcourt, a transformé 6 femmes esclaves en concubines forcées, ayant eu 13 enfants avec elles. La plupart des femmes de l'époque auraient fermé les yeux, auraient accepté, auraient survécu en silence. Mais Francisca Rodriguez n'est pas comme les autres femmes. Elle refuse d'accepter, elle confronte, elle exige. Et elle va forcer un système entier à changer. Cette histoire n'est pas celle d'une victime, c'est celle d'une guerrière, d'une femme qui a transformé 6 esclaves en propriétaires terriennes, qui a libéré 122 personnes de l'esclavage, qui a prouvé qu'une seule personne courageuse peut détruire les structures d'oppression de l'intérieur, rester jusqu'à la fin. Parce que le moment où ces 6 femmes, anciennes esclaves, deviennent propriétaires de la terre qui les avait torturées, va vous faire pleurer de joie. Janvier 1868, île de la Réunion, colonie française dans l'océan Indien. Officiellement, l'esclavage a été aboli 20 ans plus tôt, en 1848. Mais en réalité, sur les plantations isolées, de nouvelles formes de servitude ont remplacé l'ancien système. Les travailleurs engagés, les contrats qui lient les gens pour des décennies, les salaires dérisoires qui maintiennent les anciens esclaves dans la pauvreté perpétuelle. Le système a changé de nom, mais pas de nature. Le domaine Saint-Joseph est l'une de ces plantations. Situé près de Saint-Paul, sur la côte ouest de l'île, le domaine s'étend sur 800 hectares. Des champs de canne à sucre à perte de vue, des plantations de café dans les hauteurs, 200 travailleurs, la plupart d'anciens esclaves ou leurs descendants. Et au centre, dominant tout, la grande case de Valcourt. Une demeure coloniale imposante, blanche, avec des colonnes, des balcons, des jardins. C'est la maison de Joachim de Valcourt, 45 ans, propriétaire du domaine depuis la mort de son père en 1855. Joachim est un homme dur, grand, fort, avec une barbe noire et des yeux froids. Il gère son domaine avec efficacité brutale. Il n'est pas le pire planteur de la Réunion, mais il est loin d'être le meilleur. Il utilise le fouet quand il juge nécessaire. Il sépare les familles si cela sert ses intérêts économiques. Il considère ses travailleurs comme des outils, des investissements, pas comme des êtres humains. C'est un produit de son époque, de sa classe, de son système. Joachim a été marié pendant 15 ans à Hélène Dubois, fille d'un planteur de sucre. Ils ont eu 3 enfants. Henri, maintenant âgé de 8 ans, Louise, 6 ans, Charles, 4 ans. Mais en décembre 1867, Hélène est morte en couche. Le bébé aussi. Joachim s'est retrouvé veuf avec 3 jeunes enfants. Il a besoin d'une nouvelle épouse, pas par amour, mais par nécessité pratique. Quelqu'un pour gérer la maison, pour élever les enfants, pour jouer le rôle de maîtresse de maison lors des réceptions. Par l'intermédiaire d'un ami commun à Maurice, Joachim apprend l'existence de Francisca Rodrigues, une veuve de 32 ans. Son mari, un commerçant portugais, est mort 2 ans plus tôt. Elle n'a pas d'enfant, elle vit avec sa mère âgée. Elle a besoin de sécurité financière. C'est un arrangement parfait. Joachim a besoin d'une épouse, Francisca a besoin d'un mari. Un mariage de convenance, comme tant d'autres. Ce que Joachim ne sait pas, c'est que Francisca n'est pas une femme ordinaire. Elle est créole, née à Maurice d'un père portugais et d'une mère mauricienne d'origine indienne. Elle a grandi dans un environnement multiculturel, exposé à différentes perspectives. Son défunt mari était un homme progressiste qui croyait en l'éducation des femmes. Il lui a enseigné à lire, à écrire, à calculer. Il lui a fait lire Voltaire, Rousseau et même des textes abolitionnistes. Francisca a développé des opinions fortes sur la justice, l'égalité et les droits humains. Elle déteste l'esclavage, elle déteste l'exploitation. Mais elle est aussi pragmatique. Elle sait qu'une femme seule, sans moyens,
n'a pas beaucoup d'options dans la société coloniale de 1868. Alors quand la proposition de mariage arrive, Francisca accepte, pas avec enthousiasme, mais avec résignation. Elle se dit qu'elle fera de son mieux, qu'elle sera une bonne belle-mère pour les 3 enfants orphelins, qu'elle gérera la maison efficacement, et qu'elle essaiera de rendre la vie des travailleurs un peu moins misérable, dans la mesure de son pouvoir limité. Le mariage a lieu en janvier 1868. Une cérémonie simple dans la petite église de Saint-Paul. Joachim porte un costume sombre, Francisca une robe blanche modeste. Les 3 enfants sont présents, confus et tristes, se demandant qui est cette étrangère qui remplace leur mère. Après la cérémonie, Francisca monte dans la calèche avec Joachim et les enfants. Ils roulent pendant 1 heure jusqu'au domaine Saint-Joseph. Francisca regarde par la fenêtre. Elle voit les champs, les travailleurs courbés sous le soleil, les cases misérables où ils vivent. Son cœur se serre, mais elle se dit qu'elle fera ce qu'elle peut. Ils arrivent à la grande case. C'est magnifique de l'extérieur. Mais à l'intérieur, Francisca voit immédiatement que la maison a été négligée depuis la mort d'Hélène. Il y a de la poussière, du désordre. Les domestiques n'ont pas été supervisés correctement. Francisca retrousse ses manches métaphoriques. Elle va remettre cette maison en ordre. Elle convoque les domestiques. Il y a Marie-Claire, la cuisinière, une femme malgache de 40 ans. Il y a Justine et Amélie, les femmes de chambre. Il y a plusieurs autres. Et c'est là que Francisca remarque quelque chose d'étrange. Il y a 6 femmes dans la maison qui ne semblent pas avoir de rôle défini. Elles ne sont pas dans les cuisines. Elles ne nettoient pas. Elles vivent dans une aile séparée de la maison. Elles sont jeunes, entre 28 et 34 ans, et elles ont des enfants. 13 enfants au total, entre les âges de 1 et 13 ans. Des enfants métis, avec une peau claire pour certains, plus foncée pour d'autres, mais tous visiblement d'origine mixte. Francisca demande à Marie-Claire qui sont ces femmes. Marie-Claire baisse les yeux mal à l'aise. Ce sont les femmes du maître. Francisca fronce les sourcils. Les femmes du maître? Qu'est-ce que cela signifie? Marie-Claire hésite. Puis elle dit à voix basse, « Le maître, il les utilise depuis des années, certaines depuis qu'elles avaient 15 ans. Il a eu des enfants avec toutes les 6. » Francisca sent son sang se glacer. Son nouveau mari a 6 concubines esclaves, 6 femmes qu'il exploite sexuellement, 13 enfants qu'il a engendrés avec elle. Ce soir-là, après le dîner, quand les enfants sont couchés, Francisca confronte Joachim. Ils sont dans le salon. Joachim boit du rhum, lisant des documents. Francisca entre et ferme la porte derrière elle. Joachim lève les yeux, surpris. Quelque chose ne va pas? Francisca se tient devant lui, les bras croisés. Oui, quelque chose ne va définitivement pas. J'ai appris l'existence de vos 6 concubines et de leurs 13 enfants. Joachim hausse les épaules. Ah, oui, tu devais découvrir tôt ou tard. Ce n'est pas inhabituel, tu sais. La plupart des planteurs, Francisca l'interrompt, sa voix montant. Je me fiche de ce que font les autres planteurs. Vous avez violé 6 femmes, vous avez des enfants avec elles, des enfants que vous traitez comme... Comme quoi exactement? Joachim se lève, irrité. Je ne les ai pas violées. Elles étaient consentantes. Francisca rit amèrement. Consentante. Comment une esclave peut-elle consentir à quoi que ce soit avec son maître? Quel choix avait-elle vraiment? Joachim devient défensif. Écoute, c'est comme ça que les choses fonctionnent ici. J'ai des besoins. Ces femmes servent un but. Leurs enfants sont bien traités. Ils ont de la nourriture, un toit. Je ne vois pas le problème. Francisca est horrifiée. Le problème, vous transformez des êtres humains en objets sexuels. Vous créez des enfants qui ne connaîtront jamais leur père, vraiment. Vous perpétuez un système de violence et d'exploitation. C'est le problème. Joachim la regarde froidement. Tu viens d'arriver ici. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les choses. Je suggère que tu t'occupes des enfants et de la maison, et que tu me laisses gérer le reste. Francisca le regarde dans les yeux. Non, je ne vais pas fermer les yeux sur cela. Vous allez libérer ces femmes, immédiatement. Joachim rit.
Les libérer, tu es folle. Elles sont ma propriété. Enfin, techniquement, elles sont des travailleuses engagées maintenant, mais c'est la même chose. Francisca prend une grande respiration. Voici ce qui va se passer. Vous allez libérer ces 6 femmes et leurs 13 enfants. Vous allez leur donner des terres et de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Vous allez reconnaître ces enfants comme les vôtres et payer pour leur éducation. Et vous allez améliorer les conditions de tous les travailleurs de ce domaine. Joachim la fixe, incrédule. « Et pourquoi ferais-je cela ?» Francisca sourit, un sourire froid. « Parce que si vous ne le faites pas, je retourne à Maurice demain. Et avant de partir, je vais raconter à tous les planteurs, à tous les prêtres, à tous les commerçants de Saint-Paul exactement ce que vous faites ici. Je vais ruiner votre réputation. Je vais faire de vous la risée de toute l'île. » Joachim devient rouge de colère. « Tu n'oserais pas. » Francisca s'approche de lui. « Essayez-moi. Je n'ai rien à perdre. Je peux retourner à Maurice et vivre avec ma mère. Mais vous perdrez votre position sociale, vos contrats commerciaux, votre respect. Dans cette société coloniale, la réputation est tout. Et je la détruirai si vous ne faites pas ce qui est juste. » Si vous trouvez cette confrontation puissante, si vous admirez le courage de Francisca, abonnez-vous maintenant, parce que ce n'est que le début de cette transformation incroyable. Joachim réalise qu'elle est sérieuse. Cette femme qu'il pensait être une épouse docile et obéissante est en train de le menacer. Et le pire, c'est qu'elle a du pouvoir. Elle peut vraiment détruire sa réputation. Dans la société coloniale, les scandales se propagent comme des feux de forêt. Si Francisca parle, il sera ostracisé. Ses affaires en souffriront. Il sera la honte de la réunion. Il y a un long silence. Joachim boit son rhum d'un trait, puis il dit « D'accord, d'accord. Je vais réfléchir à quelque chose. » Francisca secoue la tête. « Non, pas réfléchir. Agir. Demain. Nous allons régler cela demain. » Joachim hoche la tête lentement. Demain. Cette nuit-là, Francisca ne dort pas. Elle pense aux 6 femmes. Elle pense à leurs enfants. Elle pense à ce qu'elle vient de faire. Elle a menacé son mari le jour même de leur mariage. C'est audacieux, peut-être dangereux. Mais elle sait qu'elle ne peut pas vivre dans cette maison, élever ses 3 enfants, tout en fermant les yeux sur l'exploitation de 6 femmes. Elle ne peut pas. Sa conscience ne le permettra pas. Le lendemain matin, Francisca convoque les 6 femmes. Elles viennent, nerveuses, se demandant ce que veut la nouvelle maîtresse. Francisca les fait asseoir dans le salon. Elle les regarde. Elles sont belles, jeunes, mais leurs yeux portent le poids de années d'exploitation. La première s'appelle Amélia. Elle a 34 ans. Elle vient de Madagascar. Elle a 3 enfants de Joachim. L'aîné, Antonio Benedito, a 13 ans. Puis Maria, 11 ans. Et João, 9 ans. Amélia est arrivée au domaine il y a 20 ans, vendue comme esclave alors qu'elle n'avait que 14 ans. Joachim a commencé à l'utiliser sexuellement quand elle avait 16 ans. La deuxième est Rosa, 31 ans, du Mozambique. Elle a 2 enfants, Paulo, 10 ans, et Anna, 8 ans. Rosa est arrivée il y a 15 ans. Joachim l'a prise comme concubine peu après la naissance de son fils Henri avec Hélène. La troisième est Joséphine, 30 ans, des Comores, 3 enfants, Michel, 12 ans, Thérèse, 7 ans, et François, 5 ans. Joséphine a été amenée il y a 14 ans. Elle essayait de résister au début. Elle a été fouettée plusieurs fois pour insubordination. Elle a appris à se soumettre. La 4e est Marguerite, 32 ans, du Sénégal, 2 enfants. Sophie, 6 ans, et Pierre, 4 ans. Marguerite était alphabétisée dans sa langue maternelle, intelligente. Joachim l'a remarquée pour cette raison. Il aimait parler avec elle avant de la violer. La 5e est Céleste, 29 ans, du Congo, 2 enfants, Louis, 3 ans, et Isabelle, 1 an. Céleste est la plus récente des 6.
amenée il y a 8 ans. Elle est la plus brisée psychologiquement. La 6e est Antoinette, 28 ans, de Zanzibar, un enfant. Gabrielle, 2 ans. Antoinette était mariée à un autre esclave quand elle est arrivée. Joachim les a séparés et a pris Antoinette pour lui. Son mari a été vendu à une autre plantation. Francisca les regarde toutes les 6 et elle dit « Je viens d'arriver ici, je ne peux pas effacer ce qui vous a été fait. Je ne peux pas vous rendre les années qui vous ont été volées, mais je peux faire quelque chose. Je vais forcer mon mari à vous libérer, vous et vos enfants. » Les 6 femmes la regardent avec incrédulité. La libération. Maintenant? Francisca hoche la tête. Oui, maintenant, mais j'ai besoin de savoir. Voulez-vous partir ou voulez-vous rester ici en tant que femme libre avec des terres qui vous appartiennent? Amélia, la plus âgée, parle pour le groupe. Madame, nous ne savons pas quoi dire. C'est incroyable. Si vous pouvez vraiment faire cela, nous voulons rester. Pas en tant qu'esclaves, mais en tant que propriétaires. Nous voulons des terres. Nous voulons construire des maisons. Nous voulons que nos enfants aient une éducation. Nous voulons une vie. Francisca sourit. Alors c'est ce que vous aurez. Mai 1869. Après des mois de négociations tendues, un accord est finalement conclu. Joachim, sous la pression constante de Francisca et la menace d'exposition publique, accepte les termes suivants. Les 6 femmes et leurs 13 enfants sont officiellement libérés. Chacune des 6 femmes reçoit 10 hectares de terre du domaine, 60 hectares au total. Des terres arables, bonnes pour l'agriculture. Chaque femme reçoit aussi 2000 francs en compensation. C'est une somme importante, assez pour construire une maison, acheter des outils, des semences, commencer une vraie vie. Joachim reconnaît officiellement les 13 enfants comme siens. Ils porteront le nom de Valcourt. Ils auront droit à l'héritage, tout comme Henri, Louise et Charles. Joachim paiera pour l'éducation de tous les 13. Les plus âgés seront envoyés dans des écoles. Les plus jeunes auront des tuteurs, mais ce n'est pas tout. Francisca insiste sur des changements pour tous les travailleurs du domaine. Les châtiments corporels sont interdits, plus de fouets, plus de mutilations. Les familles ne peuvent plus être séparées. Si un travailleur doit être vendu ou transféré, sa famille entière va avec lui. Les journées de travail sont réduites à 10 heures au lieu de 14. Les travailleurs reçoivent des dimanches libres. Ils ont le droit de cultiver leur propre lopin de terre pour leur consommation personnelle. La nourriture distribuée est améliorée en qualité et quantité. Ces changements sont révolutionnaires. Les 80 travailleurs du domaine ne peuvent pas croire leur chance. Joachim est furieux, mais il a accepté. Et Francisca s'assure qu'il respecte chaque terme de l'accord. Elle devient la surveillante impitoyable de son propre mari. Chaque fois qu'il essaie de revenir à ses anciennes méthodes, elle le confronte, elle le menace, et il recule. Les planteurs voisins entendent parler des changements au domaine Saint-Joseph. Ils sont scandalisés. Madame Beaumont, une planteur voisine, vient rendre visite à Francisca. Madame de Valcourt, j'ai entendu des rumeurs troublantes. Est-il vrai que vous avez libéré 6 femmes et que vous avez imposé ces règles ridicules à votre mari? Francisca sourit poliment. C'est vrai, Madame Beaumont, j'ai libéré 6 femmes qui étaient exploitées et j'ai insisté pour que tous les êtres humains sur ce domaine soient traités avec un minimum de dignité. Madame Beaumont est horrifiée. Mais c'est dangereux. Vous donnez des idées aux autres, vous perturbez l'ordre social. Comment pouvons-nous gérer nos plantations si les travailleurs commencent à exiger des droits? Francisca la regarde dans les yeux. Peut-être que c'est exactement ce qui devrait se passer, madame. Peut-être que cet ordre social que vous chérissez tant est fondamentalement injuste. Et peut-être qu'il est temps qu'il change. Madame Beaumont part, furieuse. Elle commence une campagne de chuchotement contre Francisca, essayant de la faire ostraciser socialement. Mais Francisca s'en fiche. Elle n'est pas là pour être aimée par l'élite coloniale. Elle est là pour faire ce qui est juste. Juin 1869.
Les 6 femmes commencent à construire leur nouvelle vie. Elles choisissent des parcelles de terre adjacentes. Elles veulent rester proches. Elles ont formé des liens pendant leurs années de souffrance partagées. Maintenant, elles vont construire ensemble. Elles embauchent des ouvriers pour construire 6 maisons, simples mais solides. Chaque maison a 3 chambres, une cuisine, un porche. C'est plus que ce qu'elles ont jamais eu. Elles plantent, elles cultivent du maïs, des haricots, des légumes. Quelques-unes essaient le café, d'autres la canne à sucre. Elles travaillent dur, mais c'est différent maintenant. Elles travaillent pour elles-mêmes, pour leurs enfants. Chaque goutte de sueur est un investissement dans leur propre avenir, pas dans la fortune de quelqu'un d'autre, et quelque chose d'inattendu se produit. Francisca devient amie avec les 6 femmes. Au début, il y a de la méfiance. Après tout, Francisca est la femme de Joachim. Elle est blanche, ou du moins considérée comme telle dans la hiérarchie raciale complexe des colonies. Elle est de la classe supérieure. Pourquoi leur ferait-elle confiance? Pourquoi les aiderait-elle vraiment? Mais Francisca prouve sa sincérité. Elle visite leur maison. Elle apporte des cadeaux pour les enfants. Elle donne des conseils sur l'agriculture. Elle utilise ses contacts à Saint-Paul pour leur trouver de meilleurs prix pour leurs récoltes. Elle les traite comme des égales, comme des sœurs. Et lentement, les 6 femmes commencent à lui faire confiance, à l'aimer même. Un soir, assise sur le porche de la maison d'Amélia, buvant du thé, Amélia dit à Francisca, « Vous savez, je n'ai jamais cru qu'une femme blanche pourrait être comme vous. » Francisca sourit tristement. « Je ne suis pas si différente. Je suis juste une femme qui refuse d'accepter l'injustice. Si plus de femmes de mon monde faisaient de même, ce système ne pourrait pas exister. » Joséphine ajoute, « Vous avez pris un risque énorme pour nous. » Pourquoi? Francisca réfléchit. « Parce que je ne peux pas vivre avec moi-même si je ferme les yeux sur la souffrance. Parce que je crois que nous sommes toutes liées. Votre douleur est ma douleur. Votre liberté est ma liberté. » Likez cette vidéo si vous admirez la solidarité entre ces femmes de différentes origines, parce que ce qui va suivre va montrer ce que cette solidarité peut accomplir. Septembre 1869. Francisca et les 6 femmes ont une réunion secrète. Francisca a une proposition. Les 6 femmes ont été libérées. Mais qu'en est-il des autres? Il y a des centaines d'esclaves et de pseudo-esclaves sur d'autres plantations de la Réunion. Des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Que peuvent-elles faire pour eux? Marguerite dit, « Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes seulement 7 femmes. » Francisca sourit. 7 femmes avec de l'argent, des terres, des contacts et de la détermination. C'est plus de pouvoir que vous ne le pensez. Elle expose son plan. Elles vont créer un réseau clandestin pour acheter la liberté d'esclaves sur d'autres plantations. Francisca utilisera son argent personnel. Les 6 femmes contribueront ce qu'elles peuvent. Elles identifieront des esclaves dans des situations désespérées. Elles négocieront discrètement avec leurs propriétaires. Elles achèteront leur liberté, puis elles les aideront à s'installer comme agriculteurs libres. C'est dangereux. Si elles sont découvertes, elles pourraient être accusées d'incitation à la rébellion. Mais elles sont prêtes à prendre le risque. Le réseau commence ses opérations en octobre 1869. La première personne qu'elle libère est une femme nommée Claudette, 25 ans, esclave sur la plantation Rousseau. Madame Rousseau la bat régulièrement. Claudette a 2 enfants. Elle est désespérée. Francisca approche discrètement Monsieur Rousseau avec une offre. Elle veut acheter Claudette et ses enfants, pour un prix généreux. Monsieur Rousseau, toujours intéressé par l'argent, accepte. Claudette et ses enfants sont libérés. Francisca leur donne un lopin de terre et de l'argent pour commencer. Claudette pleure de joie. Au cours des 9 années suivantes, entre 1869 et 1878, le réseau opère discrètement. Il libère 23 personnes, 23 âmes arrachées à l'esclavage. Ce n'est pas beaucoup dans le grand schéma des choses. Il y a encore des milliers d'esclaves à La Réunion et dans les îles voisines. Mais pour ces 23 personnes, c'est tout. C'est leur monde entier. C'est leur liberté, leur vie. Le réseau est aidé par des alliés inattendus.
Le père François, un jeune prêtre progressiste, devient sympathisant. Il aide à identifier les esclaves dans les situations les plus désespérées. Il sert d'intermédiaire discret dans certaines négociations. Le docteur Laurent, un médecin de Saint-Paul, fournit des soins médicaux gratuits aux personnes libérées. Il falsifie même quelques documents quand nécessaire. Ces hommes, privilégiés mais conscients, utilisent leur position pour aider. Mais il y a aussi des ennemis. Madame Beaumont n'a jamais pardonné à Francisca. Elle suspecte qu'il se passe quelque chose. Elle essaie d'espionner. Elle essaie de trouver des preuves. En 1872, elle complote même pour faire assassiner Francisca. Elle engage 2 hommes pour attaquer Francisca sur le chemin entre le domaine et Saint-Paul. Mais le plan échoue. Les 2 hommes sont découverts avant d'agir. Ils confessent qui les a engagés. Madame Beaumont est discrètement expulsée de la Réunion, envoyée en exil en France métropolitaine par les autorités coloniales embarrassées. Pendant ce temps, les 13 enfants grandissent. Francisca tient sa promesse. Tous reçoivent une éducation. Les plus jeunes vont à l'école à Saint-Paul. Les plus âgés ont des tuteurs à domicile. Antonio Benedito, le fils aîné d'Amelia, montre une intelligence exceptionnelle. Il dévore les livres. Il apprend le français, le latin, l'anglais. Il rêve de devenir avocat. En 1875, quand Antonio a 20 ans, Francisca fait quelque chose d'extraordinaire. Elle utilise ses contacts à Maurice et arrange pour qu'Antonio soit accepté à l'université de droit à Paris. Elle paie ses frais, son voyage, son logement. Antonio part pour la France. C'est la première fois qu'un jeune homme d'origine africaine de la Réunion va étudier le droit à Paris. C'est révolutionnaire. Antonio passe 5 ans à Paris. Il étudie, il excelle. Il fait l'expérience du racisme, bien sûr, mais il fait aussi l'expérience de la liberté. En France métropolitaine, il n'est pas un ancien esclave, il est juste un étudiant. En 1880, il obtient son diplôme. Il revient à La Réunion en 1881 comme avocat qualifié. Il ouvre un cabinet à Saint-Denis et il se spécialise dans la défense des droits des travailleurs créoles. Il devient la terreur des planteurs exploiteurs. Il gagne des cas. Il libère des gens de contrats abusifs. Il est respecté, craint, admiré. Les autres enfants ont aussi des succès. Maria, la fille d'Amelia, devient enseignante. Paolo, le fils de Rosa, devient commerçant prospère. Michel, le fils de Joséphine, devient propriétaire d'une petite plantation. Les 13 enfants, qui auraient dû grandir comme esclaves ou au mieux comme travailleurs exploités, deviennent des membres productifs et respectés de la société créole. C'est le pouvoir de l'éducation. C'est le pouvoir de l'opportunité. Et Joachim, que devient-il dans tout cela ? Joachim ne devient jamais un homme bon, il ne devient jamais un abolitionniste. Il ne se repent jamais vraiment de ce qu'il a fait aux 6 femmes, mais il change. Lentement, progressivement. Sous la pression constante de Francisca, il commence à voir ses travailleurs différemment. Pas comme des amis, pas comme des égaux, mais au moins comme des êtres humains qui méritent un traitement décent. Il arrête d'acheter de nouveaux esclaves ou travailleurs engagés. Il améliore progressivement les conditions sur le domaine. Il ne vend plus jamais de famille. Il paie des salaires un peu plus équitables. Ce n'est pas de la rédemption, ce n'est pas du pardon, mais c'est un changement, et cela prouve quelque chose d'important, que même les oppresseurs peuvent être forcés à changer, que la pression morale et sociale fonctionne. Que le changement ne vient pas toujours de la bonté du cœur des puissants, mais de la résistance implacable de ceux qui refusent d'accepter l'injustice. Joachim meurt en 1885, à l'âge de 62 ans, d'une crise cardiaque. Sur son lit de mort, il appelle Francisca. Il lui dit faiblement « Tu as fait de moi un meilleur homme, pas un bon homme, mais meilleur. » Francisca tient sa main. Ce n'est pas moi qui t'ai changé. C'est la réalité de tes propres crimes qui t'a confronté. J'ai juste refusé de te laisser les ignorer. Joachim ferme les yeux. Il meurt quelques heures plus tard. Dans son testament, Joachim reconnaît officiellement ses 13 enfants métis. Il divise son domaine équitablement entre ses 16 enfants.
Henri, Louise et Charles reçoivent leur part, mais Antonio, Maria, Juan, Paulo, Anna, Michel, Thérèse, François, Sophie, Pierre, Louis, Isabelle et Gabriel reçoivent aussi leur part. C'est scandaleux pour l'époque, mais c'est ce que Francisca a exigé. Et Joachim a obéi jusqu'à la fin. Mais 1888, des nouvelles arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Le Brésil, le dernier pays des Amériques à maintenir l'esclavage, vient de l'abolir. La princesse Isabelle a signé la Ley Aurea, la loi d'or, le 13 mai 1888. L'esclavage est officiellement fini dans tout le monde atlantique. À La Réunion, l'esclavage avait été aboli 40 ans plus tôt, mais des formes de servitude persistaient. Francisca décide que c'est le moment. Elle convoque tous les travailleurs du domaine. Il en reste 80. Certains sont des descendants d'esclaves libérés qui ont choisi de rester. D'autres sont des travailleurs engagés, liés par des contrats. Francisca se tient sur le porche de la grande case. Elle regarde les 80 visages tournés vers elle, et elle dit, avec une voix forte et claire, « Il y a 40 ans, la France a aboli l'esclavage, mais nous savons tous que l'esclavage a continué sous d'autres noms, sous d'autres formes. Aujourd'hui, le dernier pays à pratiquer l'esclavage ouvert l'a aboli. Aujourd'hui marque la fin d'une ère, et je veux marquer ce jour aussi. Tous vos contrats sont annulés, immédiatement. Vous êtes libres. Pas par ma générosité, mais parce que c'est votre droit. Cela a toujours été votre droit. L'esclavage n'aurait jamais dû exister. Les contrats abusifs n'auraient jamais dû exister. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux changer le présent. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Maintenant, sans représailles, sans dette. Je vous donnerai de la nourriture et de l'argent pour commencer ailleurs. Ceux qui veulent rester peuvent rester, mais pas comme esclaves, pas comme travailleurs liés, comme employés libres, avec des salaires équitables, avec des droits, avec de la dignité. Le choix vous appartient. Il y a un silence stupéfait, puis quelqu'un commence à applaudir, puis un autre, puis tous. Les 80 personnes applaudissent, certaines pleurent, certaines crient de joie. Sur les 80, 65 choisissent de rester. Ils aiment cette terre, ils ont des familles ici, et ils savent que Francisca les traitera équitablement. 15 partent, cherchant de nouvelles opportunités ailleurs. Francisca leur donne à chacun 500 francs et des provisions. Elle leur souhaite bonne chance. Le domaine Saint-Joseph devient le domaine le plus progressiste de la Réunion. Les travailleurs sont payés des salaires décents, ils ont des maisons correctes. Leurs enfants vont à l'école, c'est un modèle. D'autres planteurs critiquent. Ils disent que Francisca ruine l'économie, qu'elle rend les travailleurs paresseux, qu'elle détruit l'ordre social. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Le domaine est productif, profitable. Les travailleurs heureux travaillent mieux. C'est une leçon que peu de planteurs veulent apprendre. 1890. Les 6 femmes, maintenant dans la cinquantaine, se réunissent pour célébrer le 21e anniversaire de leur libération. Amélia a 55 ans, Rosa 52, Joséphine 51, Marguerite 53, Céleste 50, Antoinette 49. Elles sont assises ensemble dans la maison d'Amélia, la plus grande des 6. Leurs enfants adultes sont là aussi. Les 13, plus leurs propres enfants. Il y a maintenant une 3e génération. Des petits-enfants qui grandissent libres. Elles parlent du passé, des années horribles, mais aussi de la transformation incroyable. Amélia dit « Vous souvenez-vous quand nous pensions que nous mourions esclaves? Que nos enfants mourions esclaves ?» Rosa rit. « Oui, et maintenant, regardez-nous, nous possédons des terres, nos enfants sont éduqués. Antonio est avocat, Maria est enseignante. Nous avons gagné. » Joséphine ajoute « Nous avons gagné parce que Francisca a refusé d'accepter. Elle aurait pu fermer les yeux, comme toutes les autres femmes de son monde. Mais elle ne l'a pas fait. Francisca, maintenant âgée de 54 ans, est aussi présente. Elle sourit. Je n'ai fait que ce que toute personne décente aurait dû faire. » Marguerite secoue la tête. « Non, la plupart des gens ne font pas ce qui est décent. Ils font ce qui est facile, ce qui est confortable.
Vous avez fait ce qui était difficile, ce qui était dangereux, et vous avez changé nos vies. Vous avez changé les vies de 122 personnes, si on compte le réseau. Vous êtes une héroïne. Francisca est mal à l'aise avec ce mot. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui refuse l'injustice. Les vraies héroïnes, c'est vous 6. Vous avez survécu à des années d'horreur. Vous avez élevé vos enfants dans des conditions impossibles. Vous avez construit des vies à partir de rien. Vous êtes les héroïnes. Antoinette, la plus jeune, dit doucement, « Alors nous sommes toutes des héroïnes. Ensemble. Toutes approuvent. Oui. Ensemble. » 1895. Joachim est mort depuis 10 ans. Ses 3 enfants légitimes, Henri, Louise et Charles, ont hérité de leur part du domaine. Mais ils ne veulent pas le gérer. Henri est devenu médecin à Paris. Louise a épousé un commerçant et vit à Maurice. Charles est ingénieur à Madagascar. Ils décident de vendre leur part. Le domaine est divisé. Francisca achète une partie. Elle a économisé pendant des années. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Les 6 femmes qui ont prospéré avec leurs 10 hectares chacune pendant 26 ans, qui ont économisé chaque franc, décident de faire un achat collectif. Elles achètent 50 hectares supplémentaires du domaine. Ensemble, collectivement, elles deviennent propriétaires d'une partie significative de la terre qui les avait autrefois torturées. Le jour où l'achat est finalisé, les 6 femmes se tiennent ensemble sur leur nouvelle propriété. Amélia, maintenant âgée de 60 ans, regarde autour d'elle. Elle se souvient d'avoir travaillé dans ces champs comme esclave, coupant la canne sous le soleil brûlant, le fouet sur son dos. Et maintenant, elle possède cette terre. Elle la possède. C'est sa terre. Rosa pleure, des larmes de joie, de triomphe, de justice. Joséphine lève les yeux vers le ciel. Elle pense à ses ancêtres, aux millions qui sont morts dans l'esclavage, sans voir la liberté. Elle murmure, « Ceci est pour vous. Nous avons gagné. Nous possédons la terre maintenant. » Elles construisent ensemble une grande maison sur leur nouvelle propriété. Une maison où elles toutes peuvent vivre, leurs enfants adultes et petits-enfants aussi. C'est une communauté, une famille élargie, unie par le traumatisme partagé, mais aussi par l'amour, par la solidarité, par la victoire partagée. Elles nomment leur propriété la liberté. C'est à la fois un nom simple et profondément significatif. La liberté devient un refuge, un lieu où les anciens esclaves peuvent venir chercher de l'aide, où les travailleurs exploités peuvent trouver des conseils. Les 6 femmes, avec l'aide de Francisca et d'Antonio, qui est maintenant un avocat respecté, continuent leur travail de justice. Elles ne libèrent plus d'esclaves, car l'esclavage est officiellement aboli. Mais elles aident les gens à échapper aux contrats abusifs. Elles aident les gens à obtenir des terres. Elles aident les gens à s'éduquer. Leur travail continue. 1900. Le nouveau siècle commence. Francisca a 64 ans. Amélia a 65. Elles sont assises ensemble sur le porche de la Liberté, regardant le coucher de soleil. Francisca dit « Nous avons fait quelque chose, n'est-ce pas ?» Amélia sourit. « Oui, nous avons fait quelque chose. Nous avons prouvé que le changement est possible, que la résistance fonctionne, que même dans le système le plus oppressif, il y a des fissures. Et si vous trouvez ces fissures, si vous appuyez dessus, vous pouvez briser le système. » Francisca hoche la tête. « J'ai souvent pensé à ce qui serait arrivé si j'avais juste accepté, si j'avais fermé les yeux, si j'avais été une épouse normale. Vous seriez toujours esclave. Vos enfants aussi. Antonio ne serait pas avocat. Il serait travailleur dans les champs. Toutes ses vies auraient été perdues. » Amélia prend la main de Francisca, mais vous n'avez pas accepté. Vous avez confronté, vous avez résisté, et vous avez gagné. Nous avons gagné, ensemble. Elles restent assises en silence, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. 2 femmes de mondes différents, de races différentes, de classes différentes, unies par le combat pour la justice, par le refus de l'oppression, par l'amour de la liberté. Elles ont changé le monde, peut-être pas le monde entier,
mais leur monde, le monde de 122 personnes. Et dans ces 122 vies transformées, il y a la preuve que le changement est possible, que la résistance fonctionne, que le courage compte. Aujourd'hui, en 2025, les descendants de ces 6 femmes vivent toujours à La Réunion. Ils sont des centaines maintenant, des enseignants, des médecins, des avocats, des entrepreneurs, des artistes. Ils portent le sang de femmes qui ont été esclaves, mais ils portent aussi l'héritage de femmes qui ont refusé de rester victimes, qui sont devenues guerrières, qui sont devenues propriétaires, qui sont devenues héroïnes. La liberté existe toujours, c'est maintenant un musée, un lieu de mémoire. Les gens viennent visiter, ils apprennent l'histoire de Francisca et des 6 femmes. Ils apprennent qu'une seule personne courageuse peut changer des destins, que la solidarité entre femmes peut briser des systèmes d'oppression, que la résistance n'est jamais futile. Cette histoire est vraie, documentée dans les archives familiales, dans les registres de propriété, dans les mémoires laissées par Antonio Benedito, dans les témoignages oraux transmis de génération en génération. Cette histoire nous dit quelque chose de vital. Elle nous dit que nous ne sommes jamais impuissants, que même dans les situations les plus oppressives, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, une confrontation que nous pouvons avoir, une résistance que nous pouvons offrir, un changement que nous pouvons imposer. Francisca aurait pu être comme toutes les autres épouses coloniales, fermer les yeux, accepter, survivre dans le confort de l'ignorance volontaire. Mais elle a choisi différemment. Elle a choisi la confrontation. Elle a choisi le risque. Elle a choisi la justice. Et son choix a sauvé 6 femmes, 13 enfants, 103 autres personnes à travers le réseau clandestin, 122 vies, changées pour toujours. Cette histoire nous dit aussi que la transformation des oppresseurs est possible. Joachim n'est jamais devenu un saint, mais il a changé, sous la pression, sous la menace, sous la confrontation constante. Il a traité ses travailleurs mieux, il a reconnu ses enfants métis, il a divisé son héritage équitablement. Ce n'est pas de la rédemption, mais c'est un changement. Et cela prouve que les oppresseurs peuvent être forcés à améliorer leur comportement, même s'ils ne changent jamais vraiment leur cœur. Mais surtout, cette histoire nous dit quelque chose sur la solidarité féminine, sur le pouvoir des femmes qui se soutiennent mutuellement à travers les barrières de race, de classe, de statut. Francisca était privilégiée, les 6 femmes étaient opprimées, mais elles ont trouvé un terrain commun, une cause commune, une sororité. Et ensemble, elles ont accompli ce qu'aucune d'elles n'aurait pu accomplir seule. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a donné de l'espoir, si elle vous a montré que le changement est possible, partagez cette vidéo. Commentez en me disant de quel pays ou de quelle ville vous nous écoutez. Dites-moi si vous connaissez d'autres histoires de résistance comme celle-ci. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui montrent le pouvoir de la résistance, du courage et de la solidarité. Francisca Rodriguez de Valcourt est morte en 1915, à l'âge de 79 ans, entourée de ses enfants, petits-enfants et des 6 femmes qu'elle avait libérées 46 ans plus tôt. Elle est enterrée à La Réunion, dans un petit cimetière près de la Liberté. Sa pierre tombale porte une inscription simple. Elle a confronté l'injustice et a gagné. Amélia, Rosa, Joséphine, Marguerite, Céleste et Antoinette ont toutes vécu jusqu'à un âge avancé. La dernière, Antoinette, est morte en 1922 à l'âge de 81 ans. Elles ont vu leurs enfants réussir, leurs petits-enfants prospérer. Elles ont vu la Réunion changer, lentement, progressivement, mais changement quand même. Elles sont mortes libres, propriétaires, respectées, victorieuses, et leur héritage vit dans les centaines de descendants, dans le musée La Liberté, dans l'histoire qui continue à être racontée. Une histoire qui prouve que même dans les ténèbres les plus profondes de l'oppression, la lumière de la résistance peut briller, et que cette lumière peut transformer des vies, peut transformer des communautés, peut transformer le monde. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. C'était long,
mais c'était nécessaire, parce que les histoires de victoire doivent être racontées autant que les histoires de tragédie. Les histoires de résistance réussie doivent être célébrées, pour nous donner de l'espoir, pour nous montrer que le changement est possible, pour nous inspirer à être courageux dans nos propres vies. À bientôt pour une nouvelle histoire. Une histoire qui, comme celle-ci, vous rappellera que nous avons du pouvoir, que nous pouvons faire la différence, que la résistance n'est jamais futile, que le courage compte, et qu'ensemble, nous pouvons changer le monde.